de l'urine, donc vous voyez là, ça c'est le néphron, donc ça c'est le corpuscule de Malpighi, donc l'artériole afférente qui vient de la vascularisation artérielle donc du rein. Chaque artériole afférente vascularise un néphron, donc elle donne naissance à un réseau capillaire glomérulaire, et puis chaque réseau capillaire glomérulaire, qui est d'ailleurs le glomérule, donne naissance à une vascularisation capillaire péritubulaire. Péritubulaire qui va vasculariser donc le tubule rénal. Donc, on a dit que la formation de l'urine, qui est donc le rôle principal du rein, et passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est la filtration glomérulaire, c'est-à-dire le passage du plasma, ou bien, bon, je ne dis pas le sang, mais du plasma du glomérule vers, donc du compartiment vasculaire vers la capsule de Bowman, qui est le compartiment urinaire, et qui va former ce qu'on appelle l'urine primitive. Et puis l'urine primitive au niveau du tubule rénal va subir bien une transformation par ce qu'on appelle le phénomène de transfert tubulaire. Le transfert tubulaire, c'est des échanges qui se font entre les capillaires péritubulaires et le tubule rénal. D'accord? Très bien. La filtration glomérulaire, on a dit, c'est un phénomène, c'est un processus donc passif, c'est un transport passif qui ne nécessite pas de l'énergie. La surface de filtration est de 0,27 m², donc c'est beaucoup. L'urine primitive est un ultrafiltrant plasmatique. Pourquoi un ultrafiltrant plasmatique? Parce que c'est du plasma, mais qui est dépourvu de grosses molécules, comme par exemple les protéines, comme surtout la grosse albumine, et les éléments figurés du sang, qui sont les globules rouges, globules blancs et plaquettes. Bien sûr, tous les autres constituants, bien sûr, du plasma passent librement à travers le filtre glomérulaire. Donc, le deuxième critère, la composition hydroélectrolytique, qui est sensiblement identique de part et d'autre de la membrane, et l'existence d'un gradient de pression de part et d'autre de la membrane. Il y a un gradient de pression parce que tout simplement, il y a des éléments du plasma qui ne passent pas. Donc, il va créer quand même un gradient de pression, comme par exemple la pression oncotique, qui est générée par les protéines, et les protéines qui sont bien retenues au niveau donc, du glomérule. Voilà. Je vais, je vais ralentir, il n'y a pas de problème. Les supports morphologiques de la filtration. Donc, les supports morphologiques de la filtration, quand je dis support morphologique, ça veut dire la composition de la barrière de la filtration, qui est en fait le filtre glomérulaire. Le filtre glomérulaire, il est constitué par quoi? Ça, c'est le corpuscule de Malpighi, qui est constitué donc de l'artériole afférente, les capillaires glomérulaires, les artérioles efférentes et l'artériole efférente. Donc là, c'est la capsule de Bowman. C'est là où se forme l'urine primitive. D'accord? Donc, la filtration, c'est le passage du plasma entre le capillaire et l'urine, et bien sûr la capsule de Bowman. Donc, c'est là la barrière. C'est là la barrière. Vous voyez là? Hop, c'est ça la barrière. Donc, la barrière, elle est constituée d'abord de la paroi vasculaire, la paroi endothéliale, qui est un endothélium fenestré, donc du capillaire glomérulaire, d'une membrane basale, qui est acellulaire, et puis il va y avoir un épithélium cellulaire qui est fait donc de cellules, de grosses cellules particulières qu'on appelle les podocytes. Pourquoi podocytes? Parce que c'est des cellules, voilà le noyau, c'est des cellules qui donnent des prolongements. Ces prolongements sont, si vous voulez, ce qu'on appelle les pieds, donc les pieds de la cellule. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'appelle podocyte. D'accord? C'est ça la barrière, si vous voulez, ou la composition donc, de euh, la barrière glomérulaire ou le filtre glomérulaire. Donc, le mécanisme de la filtration. On va passer au mécanisme de la filtration. Donc, la filtration, c'est un phénomène passif, bien sûr, qui se fait à travers le filtre glomérulaire qui est constitué par la paroi vasculaire capillaire, par si vous voulez, une membrane basale acellulaire, par l'épithélium, donc, si vous voulez, de podocytes. Donc, le plasma, ou bien le plasma, il va passer du compartiment vasculaire capillaire vers le compartiment urinaire, qui est la capsule de Bowman, à travers ce filtre glomérulaire. Donc, il va y avoir deux compartiments. Il y a un compartiment vasculaire, là, là. Il y a un compartiment vasculaire. Il y a un compartiment urinaire.
D'accord? Il y a un compartiment vasculaire et un compartiment urinaire. Donc, il va y avoir le passage à travers le filtre glomérulaire là. Et ce passage, il est passif, mais il obéit à certaines pressions. C'est pour cette raison qu'on l'appelle filtration. D'ailleurs, la filtration, ce n'est pas un nom qui est propre uniquement à la formation de l'urine, mais il existe à différents endroits de l'organisme. La filtration, c'est une diffusion simple, hein, qui obéit à certaines pressions. C'est ça la filtration. Donc, c'est ce qu'on appelle la pression efficace de la filtration. Cette pression efficace de la filtration, elle-même, elle est donc, c'est l'origine, c'est-à-dire l'origine de la pression efficace de la filtration. Et, et plusieurs encore sont plusieurs pressions de part et d'autre de la membrane de filtration. Donc la pression efficace de filtration ou bien la pression nette de filtration, c'est la résultante de plusieurs pressions de part et d'autre du filtre glomérulaire. Donc, il y a deux compartiments. Il y a le compartiment capillaire, ou bien vasculaire, ou bien sanguin, et le compartiment urinaire, ou bien l'espace urinaire, qui est la capsule de Bowman. Entre les deux, il y a différentes pressions. La résultante des différentes pressions, ou bien la somme, c'est la pression nette de filtration, ou bien la pression efficace de filtration. On va voir maintenant quelles sont les pressions présentes de part et d'autre de ces deux compartiments. Donc, il y a le compartiment urinaire et le compartiment sanguin. Donc, au niveau de n'importe quel liquide biologique de l'organisme, il y a plusieurs pressions qui sont générées par le liquide lui-même. D'accord? Donc, la première pression, c'est la pression hydrostatique. Yani, si vous voulez, ce n'est pas uniquement au niveau du rein, ce n'est pas uniquement au niveau du néphron ou au niveau du glomérule. C'est partout au niveau de l'organisme. Là où il y a une membrane de séparation entre deux compartiments, là où il y a une barrière entre deux compartiments liquidiens, il y a ces différentes pressions. La pression hydrostatique, si vous voulez, c'est une pression qui est générée par la volémie ou bien le volume hydrique, par l'eau, et qui est exercée par le travail cardiaque. La deuxième pression osmotique, c'est une pression qui est exercée par certaines substances osmotiquement actives. Dans les principales substances osmotiquement actives, le sodium, l'urée et le glucose. Bien sûr, il y en a d'autres, mais les principales qui exercent une pression osmotique importante sont ces trois molécules. La troisième, c'est la pression oncotique. La pression oncotique, si vous voulez, c'est une variété de pression osmotique, mais qui est générée par les protéines. Les protéines, surtout la grosse albumine, c'est-à-dire l'albumine, elle exerce une pression oncotique très, très importante. Et bien sûr, la pression oncotique, elle est générée par toutes les protéines au niveau du liquide biologique. D'accord? Voilà. Au niveau maintenant du filtre glomérulaire, il y a la pression hydrostatique qui est générée par l'eau, la pression oncotique qui est générée par les protéines. Je dis un gradient de pression. Il y a une différence de pression entre les deux. Parce que c'est le gradient de pression qui assure le passage et la filtration. D'accord? Donc, la pression hydrostatique, il y a une différence de pression parce que tout simplement, la pression hydrostatique au niveau vasculaire, elle est toujours plus importante que le compartiment urinaire ou le compartiment interstitial ou autre, parce qu'il est généré par le travail cardiaque. Maintenant, la pression oncotique, il y a encore une différence de pression parce que tout simplement, les protéines au niveau du compartiment vasculaire sont beaucoup plus importantes que le compartiment urinaire parce qu'au niveau du compartiment urinaire, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de passage de protéines. Par contre, la pression osmotique, il n'y a pas de différence parce que les substances qui génèrent la pression osmotique passent librement à travers le filtre glomérulaire, qui sont le sodium, le glucose ou bien l'urée. Donc, la pression, si vous voulez, efficace de filtration, c'est la somme des pressions hydrostatiques et oncotiques. D'accord? Voilà. On va passer donc au phénomène, si vous voulez, le mécanisme de la filtration. Donc ça, c'est le compartiment sanguin, ça, c'est le compartiment urinaire. La pression hydrostatique glomérulaire, la pression oncotique glomérulaire. La pression hydrostatique urinaire, la pression oncotique urinaire, donc elle est négligeable. Hein, donc elle est négligeable. Quoique, il y a une certaine pression donc, oncotique qui est exercée par certains acides aminés qui passent à travers le filtre glomérulaire, mais elle est considérée comme nulle. Donc,
Maintenant, le sens de la pression et le sens de la filtration. Par exemple, là, la pression générale hydrostatique, au niveau de n'importe quel liquide, hein, la pression hydrostatique, elle est toujours, si vous voulez, elle tend à éjecter, elle tend à jeter l'eau ou bien à éjecter l'eau. Donc là, la pression hydrostatique au niveau du compartiment vasculaire, elle tend à éjecter l'eau et elle est dans le sens de la filtration, donc elle est positive. La pression hydrostatique capsulaire, donc elle tend encore à éjecter l'eau, donc elle est négative par rapport au centre de la filtration. La pression oncotique en général ou bien osmotique, la pression oncotique ou osmotique, c'est une pression qui tend à attirer l'eau. Donc là, elle tend à attirer l'eau. Donc la pression oncotique au niveau du sein, elle est dans ce sens. Donc elle est considérée comme négative parce elle est opposée à la filtration. Donc pour la pression de défiltration, c'est la somme bien sûr des différentes pressions qui est égale à 10 mm de mercure. Le débit, on va passer au débit de filtration glomérulaire. Donc, le débit de filtration glomérulaire, en général, il dépend de l'aire totale de la filtration, c'est-à-dire du nombre de néphrons actifs et fonctionnels, de la perméabilité de la membrane de filtration. Donc, il faut que le filtre glomérulaire soit intact physiologiquement, donc il n'est pas pathologique. Il dépend de la pression efficace de filtration. Quand je dis pression efficace de filtration, ça veut dire qu'il dépend des pressions au niveau donc, du filtre glomérulaire. En général, le débit de filtration glomérulaire, donc les valeurs physiologiques, sont de 120 à 125 millilitres par minute. Hein. 120 à 125 millilitres par minute. Ça, c'est une valeur physiologique. On va passer à la mesure de la filtration glomérulaire. Comment mesurer la filtration glomérulaire? Donc, avant d'entamer ce chapitre, il faut que vous, il faut qu'on sache que la filtration glomérulaire, si vous voulez, elle traduit le fonctionnement du rein. D'accord? Elle traduit le fonctionnement du rein. Et comment explorer, si vous voulez, le fonctionnement du rein? C'est-à-dire, j'ai comme un malade, par exemple, et vous voulez explorer sa fonction rénale. Tout simplement, la fonction rénale, ou bien le rein, il fonctionne bien ou pas bien, il ne fonctionne pas plus, ou bien il ne fonctionne plus, par la mesure de la filtration glomérulaire, ou en d'autres termes, par la mesure du débit de filtration glomérulaire. Donc, comment mesurer le débit de filtration glomérulaire? Donc, le débit de filtration glomérulaire, il a une mesure, bien sûr, qui n'est pas d'ordre pratique, qui n'est pas d'ordre pratique. Et par contre, il y a une formule qui est d'ordre pratique. La première, qui n'est pas d'ordre pratique, bien sûr, c'est par la mesure de la clairance. La clairance, c'est quoi la clairance? La clairance, par définition, c'est le volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps. C'est le volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps. Par le calcul de cette clairance, on peut objectiver le débit de filtration glomérulaire. Donc, quand je dis épuré d'une substance, il faut que cette substance ait certains critères, c'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle substance qu'on va utiliser pour mesurer le débit de filtration glomérulaire, parce que toutes les substances passent à travers le filtre glomérulaire et vont subir, si vous voulez, des variations au niveau du tubule rénal, et ça ne va pas être vraiment fidèle pour explorer donc le fonctionnement rénal. Donc, pour cette substance, il faut qu'elle obéisse à certaines conditions. Voilà. Une substance qui sert à mesurer la filtration glomérulaire doit répondre à certaines conditions. Elle ne doit pas être métabolisée par l'organisme, c'est-à-dire quand on l'injecte, c'est la même concentration qui va être filtrée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas subir un métabolisme par l'organisme. De poids moléculaire faible, c'est-à-dire elle passe librement à travers le filtre glomérulaire, non ionisée, non fixée par les protéines, c'est-à-dire une forme libre, pour qu'elle soit librement filtrée à travers le filtre glomérulaire, entièrement ultrafiltrable, la même chose, et ni réabsorbée ni sécrétée par le tubule. C'est-à-dire la quantité injectée au niveau de l'organisme, c'est la même quantité filtrée au niveau du filtre glomérulaire et c'est la même quantité éliminée dans les urines. C'est la même quantité éliminée dans les urines. D'accord? Voilà. Voilà. Il n'y a pas de message.
La formule, si vous voulez, du calcul, bien, la formule pour calculer la clairance de cette substance. Donc, la clairance, c'est UV sur P. U, c'est la concentration urinaire. V, c'est le débit urinaire. Débit, hein, c'est le débit urinaire. Et puis, c'est la concentration plasmatique. Bien sûr, qui va nous donner le débit millilitres par minute, qui est le débit, donc, urinaire. Les substances, donc, employées, ou bien le molécule employée pour cette mesure, on a deux. L'inuline qui est une molécule exogène et la créatinine qui est une molécule endogène. Donc, il nous faut quand même une molécule endogène pour que, si vous voulez, il n'y aura pas d'utilisation d'une molécule exogène et injecter une molécule exogène pour explorer donc le fonctionnement rénal. Il suffit que la créatinine d'employer donc une substance qui est endogène à l'organisme pour calculer sa clairance. Donc, pour les valeurs normales donc, de la clairance de l'uniline, c'est 110 à 130 millilitres par minute par 1,130 m². Il faut rapporter toujours donc, à la surface corporelle. Pour la créatinine, bien sûr, la créatinine, c'est une molécule endogène, c'est un déchet azoté. Si vous voulez, c'est le produit final donc, du catabolisme donc, de la créatine qui est une protéine musculaire. Donc, c'est une molécule donc, endogène qui est présente toujours au niveau du plasma de l'organisme humain. Chez l'homme, en général, les taux de créatinémie, c'est-à-dire le taux plasmatique de créatinine, c'est entre 8-12 mg par litre. C'est des taux physiologiques constants. Et bien sûr, pour la clairance, elle est de 130 millilitres par minute chez l'homme et de 120 millilitres par minute chez la femme. Bien sûr, il y a une différence selon le sexe parce que tout simplement, la créatine, c'est une protéine musculaire. Bien sûr, la masse musculaire chez l'homme, elle est plus importante que la masse musculaire chez la femme. Donc, il faut tenir compte, bien sûr, du sexe pour calculer la clairance de la créatine. Voilà. On va passer maintenant au transfert tubulaire. Donc, on a dit que la formation de l'urine passe par deux étapes, qui est la filtration glomérulaire et les transferts tubulaires. Pour les transferts tubulaires, voilà, on va parler des mécanismes généraux de la formation de l'urine, qui sont bien sûr, si vous voulez, la première étape, c'est la filtration, la deuxième, troisième et quatrième. Bien sûr, quand je dis deuxième, ça ne veut pas dire que la réabsorption, elle vient avant l'excrétion ou bien elle vient avant les sécrétions. Non. La première, c'est vrai que la première étape, c'est la filtration. Et puis la deuxième étape, elle englobe tous ces phénomènes. C'est-à-dire la première partie, par exemple, du tubule rénal, qui est le tube contourné proximal, il peut y avoir une réabsorption, une excrétion, une sécrétion. La deuxième étape qui est l'anse de Henle. Bon, ça c'est schématique. L'anse de Henle, elle est comme ça. L'anse de Henle, c'est en forme d'une tête d'épingle. Hein. Elle est comme ça, c'est une anse. Donc l'anse de Henle où il y a la même chose, les trois phénomènes pratiquement. Et la troisième partie du tube rénal qui est le tube contourné distal. Ça, c'est le TCP et ça, c'est le tube contourné distal, c'est le TCD. Donc, la filtration, et puis au niveau donc, du tubule rénal, il y a les différents échanges tubulaires qui sont représentés par la réabsorption et l'excrétion, la sécrétion. La réabsorption, donc, c'est dans ce sens, c'est-à-dire du compartiment urinaire vers le compartiment vasculaire, et la sécrétion, ou bien l'excrétion, ça, c'est le sens opposé, c'est-à-dire du compartiment vasculaire vers le compartiment urinaire, c'est-à-dire s'il y a des substances qui échappent à la filtration, hop, ils peuvent être regagnés au niveau de ce qu'on appelle l'excrétion. D'accord? Voilà. Maintenant, la sécrétion, c'est une autre étape. La sécrétion, c'est une autre, si vous voulez, un autre type de transfert tubulaire. Il s'agit bien d'une excrétion, mais malheureusement, c'est pas, c'est-à-dire le sens de l'excrétion, mais on parle de sécrétion. Pourquoi? Parce que la substance, ce n'est pas une substance qui est présente dès le début au niveau de la circulation. Non, c'est une substance qui est donc présente au niveau de la circulation et qui va subir une transformation au niveau de la cellule tubulaire. Hein? Et qui va gagner le tubule rénal. Ça veut dire la sécrétion, c'est un autre type d'excrétion, mais ce n'est pas la même molécule qui se trouve au niveau du compartiment vasculaire qui va se retrouver au niveau du compartiment urinaire. Et elle va subir une transformation là. Et d'ailleurs, c'est l'exemple type de l'ammoniac et de l'ammonium. L'ammoniac et l'ammonium qui se transforment au niveau de la tubule, de la cellule tubulaire. D'accord?
Mécanisme de transfert tubulaire, donc les mécanismes de transfert tubulaire sont les mêmes mécanismes qu'on a vus au niveau des transferts à travers une membrane cellulaire. Parce qu'il s'agit d'un épithélium, il s'agit donc de membrane cellulaire. Donc, ce n'est pas la peine de reprendre donc, les transports. Il y a un transport passif, un transport actif et certains mécanismes particuliers comme les mécanismes de la sécrétion. Alors, actif se fait quand un gaz de concentration concentre de l'énergie. Il est saturable, c'est-à-dire il est doté de ce qu'on appelle le TM. C'est quoi le TM? C'est le temps maximum, bien le taux, bien la concentration, taux maximal de transport. Au-delà de ce taux, le transport, il est saturé. Exemple donc de transport actif, à travers, au niveau donc du tubule rénal. Par exemple, le glucose, il subit donc une réabsorption active au niveau du tube contourné proximal avec un taux maximal donc de réabsorption de 350 mg par minute qui se fait au niveau du tube contourné proximal. Les phosphates, la même chose au niveau du tube contourné proximal, c'est une réabsorption donc active avec un TM de 4 à 5 mg par minute. L'acide urique, la même chose. Au niveau du tube contourné proximal, il subit une réabsorption active avec un taux maximal de 15 mg par minute. Les acides aminés, au niveau du tube contourné proximal, la même chose, parce que la majorité de la réabsorption, elle se fait au niveau du tube contourné proximal. Mais chaque acide aminé a son TM propre à lui. Maintenant, le transfert passif, il se fait selon le gradient et il ne consomme pas d'énergie. Exemple, le transfert passif au niveau donc, du tubule rénal, l'urée, le chlore, la réabsorption de l'eau par osmose tout au long du tubule. Ça, c'est de la réabsorption ou bien c'est des transports. Hein? Je dis bien transport parce qu'il peut s'agir d'une réabsorption comme il peut s'agir d'une excrétion. Voilà, c'est des transports passifs. Maintenant, certains mécanismes particuliers comme la diffusion piégée, bien sûr, de l'ammonium et de l'ammoniac. Donc, un corps sous la forme ionisée, comme l'ion ammonium, non diffusible à travers la membrane. Mais il ne peut pas passer. Il se transforme au niveau de la cellule tubulaire en forme non ionisée, qui est l'ammoniac, pour être facilement diffusible. Voilà l'exemple type qui est d'une diffusion piégée de la sécrétion. Ça veut dire que l'ion ammonium au niveau du plasma, il va passer dans la cellule tubulaire, mais il ne peut pas diffuser. Donc, il va se transformer en ammoniac pour qu'il soit facilement diffusible. D'accord? L'ammonium est le produit du métabolisme des acides aminés, au niveau bien sûr hépatique. Une partie rejoint le cycle de l'urée en se liant à des ions bicarbonate, tout ça, bon. Le plus important, c'est que l'ammoniac diffuse librement à travers les membranes. On va donner un petit exemple sur la réabsorption tubulaire qui est donc le sodium. Voilà, le sodium. Le sodium qui est le sel. Hein. Donc, le sodium, voilà, on consomme du sel et c'est le rein qui intervient dans la régulation du sodium plasmatique. Parce que le sodium plasmatique, attention, il doit être, la concentration du sodium plasmatique, donc elle doit être constamment régulée parce qu'elle est constante. Le sodium plasmatique, il intervient dans la régulation de la pression artérielle, de la volémie, de l'osmolarité, etc. Donc, c'est un paramètre très important. Il doit être stable. Dans la concentration plasmatique, qui est bien sûr le sodium plasmatique ou la natrémie, doit être aux alentours de 145 milléquivalents par litre. Hein. Donc, c'est un taux qui est constant, qui va stabiliser la pression artérielle, qui va stabiliser l'osmolarité. L'osmolarité, bien sûr, plasmatique, qui est de l'ordre de 300 milliosmoles par litre. D'accord? Donc, c'est très important de réguler donc, notre capital sodé. Les variations du capital sodé entraînent des variations du liquide extracellulaire et donc de la volémie. Les variations de la volémie entraînent des variations du débit cardiaque. Les variations du débit cardiaque entraînent des variations de la pression artérielle. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, la pression artérielle, donc, elle est régulée par le biais, bien sûr, de la régulation des volumes circulants et des résistances vasculaires, bien sûr, et du sodium plasmatique. Le rôle du rein dans la régulation de la pression artérielle. Bien sûr, le rein, il a un rôle très important dans la régulation de la pression artérielle en régulant les volumes circulants par la régulation des sorties d'eau et de sodium et par la régulation des résistances vasculaires par le système rénino-angiotensine. Bien sûr, la rénine est une hormone rénale. Donc, la rénine, elle fait partie du rôle du rein, du rôle endocrinien du rein. Voilà. Voilà. Donc, vous n'avez pas de questions.
comme je vois. Donc, la réabsorption du sodium. Donc, la réabsorption du sodium, elle s'effectue au niveau de toutes les parties pratiquement du tubule rénal. Donc, au niveau du tube contourné proximal, elle est de 65%, 25% au niveau de l'anse de Henle, 8% au niveau du tube contourné distal et au niveau du tube collecteur, elle est entre 1 et 2%. Bien sûr, la vraie régulation du sodium, bien sûr, elle se fait au niveau. Quand je dis la vraie régulation, ça veut dire l'intervention d'hormones. Hein. Il y a l'intervention d'hormones pour réguler, stabiliser donc la concentration plasmatique de sodium. Elle s'effectue au niveau du tube contourné proximal sous l'effet de l'aldostérone. L'aldostérone qui est une hormone, bien sûr, qui intervient dans la régulation du sodium. Voilà. Donc ça, c'est la cellule tubulaire proximale. Donc il y a une réabsorption du sodium du compartiment tubulaire et urinaire vers le compartiment plasmatique. Bien sûr, cette réabsorption, elle passe par plusieurs étapes. La première, c'est une réabsorption passive à travers la membrane apicale ou luminale de la cellule tubulaire proximale. Et puis, au niveau du côté basolatéral de la cellule proximale tubulaire, il va y avoir, l'intervention d'une pompe. Donc, c'est active. Et puis, l'accumulation d'une solution, bien sûr, saline, au niveau de l'interstitium va pousser, donc, par une pression hydrostatique importante, va pousser donc le sodium à une entrée dans le capillaire, bien sûr d'une façon passive. Mais tous ces phénomènes font que la réabsorption du sodium au niveau de la cellule tubulaire proximale est active. Il suffit d'une seule étape que le passage, bien la réabsorption, devient actif. Là, c'est les deux branches de l'anse de Henle. Donc, l'anse de Henle, elle se forme d'une, c'est comme ça, l'anse de Henle, elle se forme d'une, une tête d'épingle. Donc, bien sûr, c'est une coupe frontale. Donc, ça, c'est la branche ascendante. Ça, c'est la branche descendante. La branche ascendante, il y a toujours une réabsorption active. La branche descendante, il va y avoir non pas une réabsorption, mais c'est une, si vous voulez, un retour. On dit retour, bien excrétion. On ne dit pas excrétion parce que ce n'est pas un passage du compartiment vasculaire vers l'urinaire. Il s'agit d'un retour, hein, un retour de l'interstitium vers le tube, vers la branche descendante de l'anse de Henle. Donc, un retour passif. Alors, la régulation hormonale du métabolisme de sodium, c'est la vraie régulation d'ailleurs du métabolisme de sodium, c'est au niveau du contourné distal. Elle se fait par le système rénine-angiotensine-aldostérone et plus précisément par l'hormone aldostérone qui a une action directe sur la cellule tubulaire distale du tubule rénal. On commence par la rénine qui est une enzyme de 40 kilodalton découverte par Bergman, sécrétée au niveau rénal, plus précisément au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. Une partie est libérée, elle convertit. Donc, le rôle principal de la rénine, c'est quoi? La première des choses, elle convertit l'angiotensinogène circulant en angiotensine 1. L'angiotensinogène HEDA, c'est quoi? C'est un précurseur d'une hormone. L'angiotensinogène, c'est une hormone, ou bien c'est un précurseur hépatique qui est sécrété par le foie et qui est activé par la rénine, cette rénine, en angiotensine 1. L'angiotensine 1, voilà, va être activé par la rénine et puis il va être encore activé une deuxième activation d'angiotensine 2 par une enzyme, ce qu'on appelle l'enzyme de conversion qui est ubiquitaire pratiquement, elle est présente au niveau de tout l'organisme. Donc l'angiotensine 2, c'est cette hormone active qui va agir sur la stimulation de la sécrétion de l'aldostérone. Parce que c'est l'aldostérone qui est une hormone du cortex surrénalien et qui va agir directement sur la réabsorption, bien sûr, active du sodium au niveau du tubule rénal. D'accord? Donc, de la rénine à l'angiotensine 2 à l'aldostérone. Donc, voilà. Donc, l'angiotensinogène qui est donc hépatique et qui va être pardon, et qui va stimuler, si vous voulez, la sécrétion d'aldostérone. D'ailleurs, c'est la première action, bien le premier effet de l'angiotensine 2. Le deuxième effet, qui est donc aussi primordial, c'est la vasoconstriction, bien sûr, artério-veineuse, c'est-à-dire une vasoconstriction générale. La vasoconstriction, bien sûr, qui va intervenir aussi dans la régulation de la pression artérielle. Parce que le Kentschrev, si vous vous souvenez, j'ai dit que le rôle du rein dans la régulation de la pression artérielle, c'est
la régulation des volumes circulants, c'est-à-dire le sodium et l'eau, et en même temps, la régulation des résistances vasculaires. Les résistances vasculaires, tout simplement, c'est par le biais de cette hormone qui est l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, qui est activée par la rénine, qui est une hormone rénale, va faire une vasoconstriction, bien sûr, quand il y a, bien sûr, face à une hypovolémie ou bien une hypotension artérielle. Donc, l'hypotension artérielle va entraîner la stimulation de la rénine qui va stimuler l'angiotensine 2 et qui va donner une vasoconstriction artérielle. D'accord? Qui va augmenter donc la pression artérielle. La même chose, la stimulation de la sécrétion d'aldostérone va entraîner une réabsorption du sodium et donc d'eau qui va entraîner l'augmentation de la pression artérielle au cas où il y a une hypotension artérielle. Voilà, très bien. L'aldostérone, donc, l'effet, bien sûr, les organes cibles, bien sûr, le premier organe, c'est le rein, et puis le côlon et la glande sudoripare par la même chose, récupérer du sodium et de l'eau. L'effet, c'est la réabsorption du sodium et établir la volémie et la pression artérielle. Voilà. L'action rénale, si vous voulez, de l'aldostérone, c'est la réabsorption du sodium contre un ion potassium ou un ion proton. C'est-à-dire au niveau de la cellule tubulaire distale, il va y avoir une réabsorption du sodium sur l'effet de l'aldostérone. Bien sûr, une réabsorption active, hein, parce que oui, là où il y a une réabsorption ou bien une action hormonale, il y a toujours un transport actif. C'est-à-dire, il y a toujours l'intervention de pompe atéphasique. Donc, la réabsorption du sodium contre, donc, il y a récupération de sodium avec un rejet d'un ion potassium ou d'un ion proton. Tout dépend de la situation métabolique de l'organisme. Par exemple, s'il y a un excès de potassium, il va y avoir un rejet donc, de potassium. Donc, en cas d'hyperkaliémie, il va y avoir un rejet de potassium avec récupération de sodium. Quand il y a une situation métabolique où il y a un excès de protons, c'est-à-dire une acidose métabolique, il va y avoir une réabsorption du sodium avec un rejet de protons. Donc, si vous voulez, deux en un. Donc, elle s'effectue au niveau de la partie la plus distale, tube contourné distal, et la partie initiale, tube collecteur. Donc, si on a une hyperkaliémie, l'hyperkaliémie aussi stimule la sécrétion d'aldostérone. Donc, non seulement l'hyponatrémie, non seulement la chute de la pression artérielle et le manque de sodium au niveau du plasma qui va stimuler qui va stimuler la rénine ou bien l'aldostérone, mais aussi l'hyperkaliémie et l'acidose métabolique peuvent stimuler directement la sécrétion donc, de l'aldostérone. D'accord? Donc, normalement, la dernière diapo, donc le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est synthétisée par la zone fasciculée du cortex surrénal. Donc, on a vu l'aldostérone qui est une hormone synthétisée par la zone glomérulée du cortex surrénalien. Maintenant, le cortisol, c'est une hormone qui est synthétisée par la zone fasciculée du cortex surrénalien. Elle aussi, c'est une hormone qui stimule, si vous voulez, la sécrétion d'aldostérone, mais de façon indirecte. Indirect, ça veut dire quoi? Par l'intermédiaire d'autres hormones qui sont les catécholamines. Catécholamine, bien sûr, c'est l'adrénaline. Hein. Donc, elle va stimuler la synthèse de catécholamine par la médule surrénale et l'adrénaline va stimuler la sécrétion d'aldostérone. L'aldostérone va donner une épargne de sodium, c'est-à-dire on va retenir du sodium par réabsorption et on va donner une caliurie. Donc, on a le cortisol. L'effet du cortisol, c'est réabsorption du sodium contre un ion potassium, donc une caliurie. D'accord, caliurie, une élimination urinaire de potassium. Voilà. Merci pour votre attention. Donc, dans quelques secondes, on va entamer encore la physiologie digestive. Donc, restez en ligne, s'il vous plaît.